I'm sorry, Cecile, but I don't know why. Maybe we start already the broadcast so the rest of the attendees can hear us. At the moment, I can see your screen, and also the audience can see it. So, but don't worry. Mais désolé, on va commencer en 2 minutes. Non, un instant. Juste un instant. Et d'accord. On va commencer. Et bonjour, bon après-midi à tout le monde. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Je suis Alessia Roga et je suis la coordinatrice de la gestion des connaissances de l'apprentissage du projet Bridge the Gap. Bridge the Gap est une initiative financée par l'Union européenne et coordonnée par la FIAP, la Fondation ibéro-américaine pour l'administration et les politiques publiques, en partenariat aussi avec 3 agences européennes pour la coopération au développement, l'espagnol, l'italien et l'autrichien, et 2 ONG internationales, le European Disability Forum et le International Disability and Development Consortium. L'initiative vise à contribuer à l'inclusion socio-économique, l'égalité et la non-discrimination des personnes handicapées à travers des institutions et des politiques plus inclusives et responsables. Les projets, en fait, disposent d'une ample stratégie des connaissances, de gestion des connaissances, et dans le cadre de cette stratégie, les projets organisent un cycle de formation en ligne. Cet cycle explore, en fait, progressivement les divers aspects traités par les projets. En gros, le cycle vise à développer les concepts de transversalité du handicap dans le développement, ainsi qu'à définir une approche homogène au secteur intéressé par les projets. Les formations sont préparées et développées par des experts internationaux sélectionnés par Bridge the Gap, et toutes les sessions sont organisées de manière interactive, repliable et partageable. En fait, vous trouvez la registration avec tous les documents et la transcription de toutes les sessions dans le website du projet, et vous pouvez trouver aussi les liens du website du projet dans les chat box. Chaque formation est conduite en anglais, en espagnol et en français, en sessions en fait séparées. La première session de cette cycle de formation était une introduction à la Convention des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées. Et la deuxième était en l'ODD. Pour ceux qui l'ont manqué, comme je dis avant, vous pouvez trouver les vidéos de ces 2 premiers webinaires sur le website du projet, mais aussi dans la page de Facebook, Twitter et YouTube, que vous trouvez aussi tous ces liens ici dans les chat box. Aujourd'hui, nous serons ici pour la 3e session intitulée « Les développements inclusifs, stratégies et approches des bailleurs de fonds internationaux pour l'inclusion des personnes vivant avec un handicap dans la coopération au développement ». Les Nations Unies définissent le développement inclusif comme la forme de développement dans laquelle toutes les étapes du processus sont inclusives et accessibles aux personnes avec un handicap. Il exige donc que toutes les personnes puissent accéder en conditions d'égalité à l'éducation, aux services de la santé, au travail, à l'emploi, à la protection sociale. Les barrières à la participation ont des effets sociaux, économiques et culturels profonds sur les personnes avec un handicap, entraînant leur exclusion et créant des obstacles souvent insurmontables en matière de services de santé, éducation et d'emploi surtout. Pour nous aider aujourd'hui
à explorer les liens entre l'handicap et le développement et le rôle surtout de la coopération internationale dans la promotion des approches inclusives des personnes avec un handicap, nous avons en fait la chance d'avoir avec nous Cécile Grosjean, directement de la Commission européenne. En fait, Cécile travaille dans la Commission au sein de la Direction générale de la coopération internationale et du développement, la DG DevCo. Elle est en charge d'appui au système de protection sociale et également point focal pour les droits des personnes handicapées dans les politiques de développement. Cécile a une expérience de plus de 15 ans relative à l'inclusion sociale des personnes vulnérables et dans le développement des systèmes de santé, de protection sociale et des politiques familiales acquises au ministère français des Affaires sociales. Aujourd'hui, elle va nous présenter l'engagement européen en faveur de l'inclusion des personnes handicapées dans les politiques du développement. Donc, je laisse la parole à Cécile, mais avant de commencer, juste quelques conseils techniques. Le webinaire est sous-titré en direct et le lien pour le sous-titrage en direct est ici dans le chat box, où vous pouvez trouver en fait dans l'email des rappels que vous avez reçus précédemment. Donc, vraiment, maintenant, je donne la parole à Cécile. Merci à Cécile et à tout le monde qui aujourd'hui est avec nous. Cécile, je donne la parole. Merci. Merci Alessia pour cette présentation et cette introduction. J'espère que tout le monde m'entend bien. Je vais donc vous présenter l'engagement de l'Union européenne pour l'inclusion des personnes en situation de handicap dans la coopération au développement. Et j'essaierai de répondre à toutes vos questions à l'issue de cette présentation. Je vais commencer par une présentation générale de qui fait quoi au sein des institutions européennes et vous présenter quelques chiffres clés de la coopération au développement assez rapidement pour ensuite parler plus précisément des droits des personnes handicapées dans la politique européenne de développement. Au sein de la Commission européenne, il y a principalement 3 directions générales en charge de l'aide extérieure, la direction de la coopération internationale et du développement, DEFCO, dans laquelle je travaille, qui est donc responsable de la conception et de la mise en œuvre des politiques de développement, la direction en charge de la politique européenne de voisinage, NIR, qui a plus particulièrement la responsabilité des relations de l'Union européenne avec 16 pays du voisinage à l'est de l'Europe et au sud, et de l'élargissement de l'Union européenne. Et la direction générale en charge de la protection civile et des opérations d'aide humanitaire qui est responsable de la fourniture de l'aide d'urgence de l'Union européenne. Ces 3 directions générales de la Commission européenne travaillent sous la coordination d'un service, le service européen pour l'action extérieure, qui est le service diplomatique de l'Union européenne en charge de la politique étrangère et de sécurité, de la cohérence globale et de la coordination de l'action de l'Union européenne sur la scène internationale. Et c'est également ce service qui gère les délégations de l'Union européenne, qui sont les représentations de l'Union européenne dans les différents pays partenaires ou auprès des organisations régionales et internationales avec lesquelles l'Union européenne a des relations. Du point de vue des acteurs politiques, ces différents services sont gérés par Federica Mogherini, qui est la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, également vice-présidente de la Commission européenne. Monsieur Neven Mimica, le représentant de la coopération internationale et du développement. Johannes Hahn, qui est le commissaire en charge de la politique européenne de voisinage et de l'élargissement, et Christos Stylianides, le commissaire en charge de la protection civile et des opérations d'aide humanitaire. Quelques chiffres clés pour vous donner un ordre de grandeur
de l'Union européenne dans l'aide au développement. L'Union européenne, les institutions européennes ainsi que les États membres qui composent l'Union européenne sont les premiers pourvoyeurs d'aide dans le monde, avec 80 milliards de dollars en 2017. Devant les États-Unis, le Japon, le Canada, voilà, et l'ensemble des autres acteurs dans ce domaine. En termes de distribution géographique de l'aide, c'est l'Afrique qui est majoritairement destinataire de cette aide au développement, suivi par l'Asie, l'Amérique latine, l'Europe de l'Est. Il y a davantage d'informations à trouver sur le site de la Direction générale DEFCO, sur le site Europa et Europaid, notamment dans les rapports annuels qui sont produits et qui donnent vraiment une information détaillée sur les pays, les secteurs focaux aussi d'intervention. Voilà, si vous avez besoin d'informations plus précises, c'est une consultation très utile. L'aide au développement est principalement mise en œuvre selon 3 modalités. Il y a une aide sur projet qui peut se définir comme une série d'activités ayant pour but de répondre à des objectifs clairement établis dans un délai et un budget définis. Et c'est le cas du projet Combler l'écart, Bridging the Gap, qui sert de support à ce webinaire. C'est un projet qui a démarré fin 2016, début 2017, et qui se conclura dans 3 ans maintenant. Un appui sectoriel, c'est l'aide, dans ce cadre-là, soutient le programme d'un pays partenaire dans un secteur donné, qui peut être l'éducation, la santé, le transport, et qui peut être, cette aide peut être mise en œuvre par le biais d'un appui budgétaire sectoriel, d'une aide sur projet ou de financement commun à plusieurs organisations. Et puis, on peut intervenir par le biais d'un soutien budgétaire général, et donc opéré par le biais de transferts monétaires sur le compte du trésor public du pays partenaire, en soutien d'une politique nationale et en application des procédures nationales. L'aide publique au développement au plan européen est mise en œuvre au plan légal par des instruments financiers qui peuvent être géographiques, géographisés ou thématiques. Pour les droits des personnes en situation de handicap, on utilise principalement 3 instruments géographiques. Qui sont l'instrument européen de voisinage pour les pays à l'est de l'Europe et dans le secteur de la Méditerranée, l'instrument pour la coopération au développement pour les pays d'Amérique latine, l'Afrique du Sud ou l'Asie. Et puis le Fonds européen de développement pour les pays appartenant à la zone des Caraïbes, de l'Afrique et du Pacifique. En complément de ces outils et de ces instruments financiers géographiques, on prend appui sur des instruments financiers thématiques. Et l'instrument de coopération au développement, qui a une partie importante à destination de zones géographiques précises, comprend aussi 2 instruments thématiques qui nous permettent de financer un nombre important de projets à destination et en renforçant les droits des personnes en situation de handicap. Il s'agit d'un programme qui s'appelle Biens publics mondiaux et défis qui les accompagnent, et puis d'un programme qui permet de cibler les organisations de la société civile et les autorités locales. Le deuxième instrument financier thématique important pour les droits de l'homme, tous les droits de l'homme en général et les droits des personnes en situation de handicap en particulier,
C'est l'instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme, qui a donc pour objectif de contribuer à l'établissement de la démocratie et à l'état de droit, ainsi qu'à la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Je vais vous présenter désormais rapidement le cadre d'action de la politique européenne de développement en faveur des droits de l'homme et des droits des personnes en situation de handicap en particulier. On peut retenir 4 principes d'action essentiels qui guident l'action de l'Union européenne en la matière. La politique de développement repose sur une approche fondée sur les droits de l'homme, ce qui signifie que la politique de développement vise à renforcer les capacités des personnes et des groupes de personnes titulaires de droits et accompagne les États de façon à remplir leurs obligations en la matière. Donc, il y a une action à destination des titulaires pour faire connaître, qu'elles aient connaissance de leurs droits, qu'elles puissent les faire respecter, qu'elles puissent également participer au processus de décision, de mise en œuvre des politiques et donc participer au processus de que ce soit législatif, mais également mise en œuvre et suivi, évaluation des politiques qui mettent en œuvre les droits fondamentaux. De la même façon, on agit du côté des autorités nationales ou locales qui ont l'obligation de promouvoir, protéger les droits et on les accompagne, on les soutient dans la définition des cadres légaux qui doivent être en place, la définition des plans d'action, la mise en œuvre opérationnelle des politiques qui permettent de les mettre en œuvre, et puis les mécanismes de suivi, d'évaluation de ces politiques. L'approche fondée sur les droits de l'homme est également fondamentale du point de vue, de notre point de vue de partenaires de développement, puisqu'elle nous met en garde contre des effets pervers des politiques de développement, et notamment quand on pense aux droits des personnes en situation de handicap, c'est le principe de ne pas faire de mal, de ne pas ajouter de mots aux situations déjà aux discriminations, par exemple, dont sont déjà victimes les personnes en situation de handicap. Et donc, c'est un principe qui nous permet d'être alertés sur le fait qu'on ne doit pas ajouter, par exemple, de barrières auxquelles font face les personnes en situation de handicap. Ne pas penser à l'accessibilité, penser à faire participer les organisations de personnes en situation de handicap dans les étapes, différentes étapes de conception des projets, de coopération. Voilà, donc ce principe qu'on appelle en anglais do no harm et qu'on pourrait traduire en français à ne pas faire de mal et à penser à l'impact de nos projets sur les personnes. Évidemment, un deuxième principe essentiel qui guide notre action, c'est la Convention de l'ONU sur les droits des personnes handicapées. Et je reviendrai de façon plus importante dans la suite de la présentation sur cette convention. L'Union européenne, en tant qu'organisation internationale, régionale, a ratifié cette convention et donc est partie à cette convention et ce faisant est engagée à la mettre en œuvre dans toutes ses politiques, y compris sa politique de développement. Un troisième principe d'action, c'est
c'est une double action, une double approche. On s'efforce d'intégrer le handicap dans tous les programmes et à le prendre en compte dans tous les secteurs. Ça peut être la santé, l'éducation, les transports, voilà, tous nos secteurs d'intervention, tous nos programmes géographiques. Et en même temps, on s'attache à conduire des actions spécifiques, des projets spécifiques qui ciblent spécifiquement les droits des personnes en situation de handicap. Donc on a vraiment deux jambes et on essaye de fonctionner et d'avancer en même temps sur ces deux axes importants de la politique de développement en faveur des personnes handicapées. Et un dernier principe d'action essentiel, c'est le soutien à la participation des personnes handicapées et de leurs organisations. C'est évidemment un principe fondamental de la Convention de l'ONU. C'est également un principe important de la politique de développement de l'Union européenne qui s'appuie beaucoup sur les organisations de la société civile. Et donc, on a une action de soutien des personnes et de leurs organisations et de médiateurs. En tout cas, on essaye de faire en sorte que les organisations puissent être entendues, reconnues aussi de leurs autorités nationales. Au plan global, je vais présenter rapidement l'agenda international sur lequel s'appuie l'Union européenne. Il y a bien évidemment l'agenda 2030 pour le développement durable, qui est un agenda inclusif, qui intègre pour la première fois de façon très explicite les personnes en situation de handicap, qui nous demande de recueillir des données ventilées par handicap. Et donc, l'Union européenne s'est mise en ordre de marche pour remplir ses obligations dans le cadre de cet agenda mondial. J'y reviens, il y a évidemment la Convention de l'ONU pour les droits des personnes en situation de handicap, qui couvre l'ensemble des droits civils, politiques, sociaux, économiques et culturels, et qui nous engage en tant qu'organisation régionale à promouvoir, protéger et assurer la jouissance pleine et entière leurs droits par les personnes en situation de handicap. Ça engage également tous les États membres de l'Union européenne, puisque désormais les 28 États membres ont signé et ratifié cette convention. Et en tant que partie à cette convention, l'Union européenne est évaluée par le comité des droits des personnes en situation de handicap et la mise en œuvre de cette convention dans les politiques européennes est évaluée. La dernière évaluation a eu lieu en septembre 2015 et je vous présenterai ce qu'il en est ressorti. Alors, au niveau de la Convention, on s'appuie évidemment beaucoup sur l'article 32 relatif à la coopération internationale qui nous demande d'appuyer les efforts déployés au niveau national pour la mise en œuvre de la Convention et notamment en faisant en sorte que la coopération internationale prenne en compte les personnes handicapées et leur soit accessible, en appuyant le renforcement des capacités des personnes et de leurs organisations, en facilitant la coopération aux fins de recherche et en apportant une assistance technique et une aide économique. Voilà, donc c'est vraiment l'article fondamental pour l'aide extérieure, l'aide au développement et l'inclusion des personnes en situation de handicap. Bien évidemment, quand on conduit un projet de développement en matière d'éducation, d'emploi ou de santé, pour ne citer que ces thématiques-là, on s'efforce également de respecter les articles de la Convention
qui concernent ces secteurs-là. En éducation, on va donc essayer de soutenir les systèmes éducatifs inclusifs des enfants en situation de handicap, ou au moins de faciliter la transition d'un système à un autre pour avoir une action la plus conforme possible à la Convention de l'ONU. Et j'en ai déjà beaucoup parlé, mais on met en œuvre également les principes de participation et d'accessibilité, même si dans le domaine de l'accessibilité, on a encore énormément à faire, tant en matière d'infrastructure que de communication. Et c'est vraiment un pan de notre action que nous devons améliorer. Au plan européen, je vous l'ai dit, l'Union européenne s'est mise en ordre de marche après l'adoption de l'agenda 2030, et notamment l'Union européenne et ses États membres ont adopté en juin 2017 un nouveau consensus européen de développement qui promeut une approche cohérente et coordonnée des institutions européennes et des États membres dans les politiques de développement. En matière de handicap, ce consensus est important. Il prend vraiment en compte les personnes en situation de handicap. Il reconnaît le lien entre pauvreté et handicap. Il mentionne explicitement la Convention de l'ONU. Et l'Union européenne et ses États membres s'engagent à promouvoir les droits des personnes en situation de handicap, à assurer leur inclusion dans la société et leur égale participation au marché du travail. Et ce consensus réaffirme l'approche par les droits qui consiste à promouvoir tous les droits de l'homme et met l'accent sur l'intersectionnalité et notamment le fait que en tant que personne, on ne rentre pas dans une case, mais on peut être comme souvent victime de plusieurs discriminations et l'action de développement doit porter une attention à lever les barrières les multiples discriminations auxquelles font face les personnes vulnérables. Au-delà du consensus, il y a d'autres stratégies clés au plan européen pour l'action en faveur des personnes handicapées, notamment la stratégie européenne du handicap 2010-2020, qui permet de coordonner l'action de l'Union européenne dans sa dimension de politique interne et donc dans les politiques que doivent mettre en œuvre les États membres pour leurs citoyens, mais également dans sa dimension extérieure avec et cette stratégie s'appuie sur l'ensemble des principes que j'ai déjà présentés, approche double, à la fois intégration des droits des personnes handicapées dans l'ensemble des politiques générales que nous conduisons, mais également soutien spécifique, accessibilité, soutien aux organisations de personnes handicapées. Il y a également le plan d'action pour les droits de l'homme et la démocratie, qui intègre le handicap dans les interventions pour les droits de l'homme, qui est un point d'appui important pour soutenir les pays partenaires dans leur mise en œuvre et suivi, évaluation de la mise en œuvre de la Convention de l'ONU. Et le plan d'action pour le genre, qui permet d'avoir une action spécifique sur les discriminations liées au genre, avec une attention également au handicap et donc une action très concrète en termes d'intersectionnalité
et une obligation désormais pour tous les programmes et projets de développement de reposer sur une analyse genrée et donc à tous les stades de mise en œuvre d'un projet, depuis l'identification jusqu'à sa formulation, sa mise en œuvre, son évaluation, d'avoir une attention au genre, une attention à la prise en compte à l'impact des actions sur les femmes et un recueil des données notamment par genre. Alors, je vous l'ai dit, en tant que partie à la Convention de l'ONU, l'Union européenne les politiques de l'Union européenne ont été revues par le Comité des droits des personnes en situation de handicap, qui a rendu ses conclusions en 2015. Ces conclusions montrent des progrès, notamment dans l'inclusion des droits des personnes handicapées dans les instruments financiers de son aide extérieure. Donc, ce sont les instruments que je vous ai présentés auparavant, à la fois les instruments géographiques, mais également les instruments thématiques. Le respect des droits des personnes handicapées et le soutien aux pays partenaires pour leur protection, leur mise en œuvre sont des objectifs clairement spécifiés des instruments financiers de l'Union européenne. L'Union européenne a également joué un rôle moteur qui a permis l'inclusion du handicap dans l'agenda 2030 ou encore dans le cadre d'actions 2015-2030 pour la réduction des risques. Néanmoins, le comité a noté un certain nombre de points à améliorer, et notamment s'agissant d'une intégration systématique du handicap dans tous les programmes. Il y a encore des marges de progrès pour se doter d'une approche systémique du handicap, pour mettre en œuvre les objectifs de développement durable dans une perspective inclusive, et c'est pour ventiler les données par handicap et permettre vraiment un suivi fin de notre action sur le handicap dans l'ensemble des programmes européens. Et pour veiller également à ce que nos programmes et nos financements ne perpétuent pas la ségrégation des personnes handicapées, mais viennent vraiment en soutien de projets compatibles avec la Convention. Et le projet Bridging the Gap est né de ces recommandations, puisqu'on vise vraiment à accompagner bien sûr les organisations de personnes handicapées, les États partenaires dans l'amélioration de la prise en compte des droits des personnes handicapées, mais il y a également tout un objectif de ce projet lié à l'amélioration, au renforcement des capacités des partenaires de développement, que sont les délégations européennes, que sont la direction d'EFCO à Bruxelles, que sont les agences des États membres de l'Union européenne, et donc à renforcer nos capacités, les capacités de l'ensemble de ces partenaires européens, également eux-mêmes dans leurs actions, mieux prendre en compte les droits des personnes handicapées dans les actions de développement qu'elles portent. En ce qui concerne l'état des lieux, là où on en est aujourd'hui, on finance, on a financé depuis 2010 plus de 450 projets de développement spécifiques
aux droits des personnes en situation de handicap dans une centaine de pays, majoritairement via des subventions aux organisations de la société civile. Les principaux domaines d'action concernent la promotion des droits, l'inclusion sociale, surtout dans les secteurs emploi, éducation et santé, le développement des capacités. Néanmoins, ce recensement quantitatif est limité et c'est un minimum parce qu'on n'a pas d'outils statistiques, on n'a pas de code qui nous permet d'évaluer finement, quantitativement et qualitativement le nombre de projets qui concernent les droits des personnes en situation de handicap. Il y a des codes. L'aide extérieure est suivie, évaluée par toute une série de codes adoptés par l'OCDE et les États membres du comité d'aide au développement. Mais il n'y en a pas actuellement pour les personnes, pour les projets qui portent sur les droits des personnes en situation de handicap. Donc c'est un recensement, ces 450 projets, c'est un recensement qui est fait manuellement sur la base d'une recherche sur la base de mots-clés, mais qui ne permet pas de garantir un suivi fin, une connaissance précise de l'ensemble de notre action, et notamment qui ne permet pas de repérer les projets qui intègrent, qui ne sont pas spécifiques aux personnes handicapées, et qui ont vraiment une action d'intégration du handicap dans des problématiques plus générales. Donc l'Union européenne travaille à l'élaboration d'un code, d'un marqueur qui permettrait de tracer plus facilement les flux d'aide qui viennent en appui des droits des personnes en situation de handicap, mais c'est une négociation avec nos autres partenaires qui est encore en cours. En termes d'état des lieux, il faut également prendre conscience que notre organisation, notamment du fait de notre présence dans plus de 140 pays ou auprès d'organisations, fait que il y a un besoin de formation, de sensibilisation de nos personnels. Et c'est une action que l'on fait chaque année. Nous formons nos personnels aux droits des personnes en situation de handicap. Et le projet, le webinaire auquel vous assistez actuellement y contribue. Mais c'est néanmoins un défi parce que il y a beaucoup de... le personnel change régulièrement, les priorités de développement peuvent varier d'un pays à un autre, et donc voilà, il y a cette action qui est une action vraiment de fond récurrente à conduire. On a également progressé en termes des exigences d'accessibilité. Chaque organisation qui passe un contrat avec l'Union européenne doit respecter certaines exigences en termes d'accessibilité pour les personnes en situation de handicap. Et donc c'est un paragraphe qui est inclus dans les guides d'appel d'offres de l'Union européenne. Voilà, mais je vous le disais, c'est encore un domaine dans lequel on doit progresser, notamment par exemple parce que beaucoup de nos délégations dans les pays partenaires ne comportent pas de moyens d'accès pour les personnes en situation de handicap.
Parmi les autres mesures d'intégration du handicap dans les aides extérieures, je l'ai déjà un peu mentionné, il y a la promotion des droits dans le cadre des dialogues sur les droits de l'homme. L'Union européenne a conduit 43 dialogues en 2016 avec des États tiers ou des organisations régionales. Et ce sont vraiment des instruments importants qui permettent à l'Union européenne d'initier un dialogue sur les droits de l'homme, incluant les discriminations sur la base du handicap. La place faite par nos partenaires aux organisations de la société civile et les moyens de renforcer les droits des personnes dans ces pays. Au plan global, je ne peux pas malheureusement parler de tous les projets qui sont menés au plan local par les délégations, mais au plan global, on a donc un certain nombre d'initiatives en cours. Bridging the Gap, combler l'écart, dont vous avez déjà beaucoup entendu parler, donc je vais être assez brève sur le sujet, mais l'objectif général, c'est vraiment de contribuer à l'inclusion socio-économique, à l'égalité et à la non-discrimination des personnes handicapées dans les pays à bas revenus et les pays à revenus intermédiaires, grâce à des politiques et des institutions plus inclusives. C'est un projet qui comprend 2 volets qui sont conduits de façon parallèle. Au plan mondial, on travaille avec le Haut-Commissaire aux droits de l'homme à l'élaboration d'indicateurs pour la Convention de l'ONU et d'orientation pour la mise en œuvre des objectifs de développement durable de façon compatible avec la Convention de l'ONU. Et on souhaite que ces indicateurs et cette guidance soient ensuite accessibles à l'ensemble des États intéressés. Dans ce cadre-là, un certain nombre de pays sont consultés, notamment le Népal, l'Éthiopie, la Moldavie, le Paraguay. Il me semble que j'en oublie un, et je m'excuse, mais voilà, c'est un travail que l'on conduit pas seul, mais en concertation avec certains États pour nous aider à définir des indicateurs qui dont puissent ensuite se saisir les autorités des pays, des États partenaires intéressés pour renforcer leur action en matière de mise en œuvre de la Convention ainsi que des ODD. Et le deuxième volet, c'est un volet national au niveau de 5 pays, dans 5 pays, l'Éthiopie, le Soudan, le Burkina Faso, le Paraguay et l'Équateur, pour renforcer les capacités des autorités nationales, des organisations des personnes en situation de handicap et des partenaires de développement afin de mettre en œuvre et d'assurer le suivi de services et de politiques sectorielles prenant en compte les droits et les besoins des personnes handicapées. Une autre initiative en cours au plan global, c'est un appel à projet, un appel à proposition dans le cadre de l'instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme, qui vise à promouvoir et à soutenir la ratification, la mise en œuvre effective et l'évaluation de la Convention de l'ONU, et à favoriser les partenariats entre les organisations de défense des droits de l'homme et les organisations de personnes handicapées, de façon à ce que les liens se renforcent entre les organisations de défense des droits de l'homme qui ont peut-être une action plus forte dans certains pays en matière de droits de l'homme, mais qui n'ont pas encore suffisamment pris en compte les droits des personnes en situation de handicap. Donc, c'est comment faire en sorte que ces organisations-là soient plus inclusives dans leurs messages, dans leurs campagnes, dans leurs actions de façon générale. Et comment faire en sorte également que les organisations de personnes handicapées bénéficient un peu de l'expérience, de l'expertise
des organisations de défense des droits de l'homme. Voilà, donc c'est un appel à proposition en cours qui a été lancé en septembre 2017. On est à peu près à mi-chemin de la procédure de sélection des projets. Et quand ils seront finalisés, quand ils seront sélectionnés, d'ici un mois, ils se mettront en place dans les pays choisis pour une durée de 3 ans en général. Et donc, une liste indicative d'activités, c'est par exemple la protection contre toutes les formes de discrimination sur la base du handicap, le soutien au partenariat entre les organisations de la société civile et les institutions publiques, l'amélioration des capacités des organisations de personnes handicapées, conduire des campagnes de sensibilisation sur les droits des personnes en situation de handicap. Voilà une liste non exhaustive. Et avant de conclure, je voulais présenter rapidement notre action également globale dans une perspective d'échange, de partage de connaissances, d'expertise, de partage de bonnes pratiques avec d'autres partenaires au niveau international. L'Union européenne a rejoint la Commission européenne a rejoint le réseau GLAD, Global Action on Disability. C'est un réseau qui a été fondé par International Disability Alliance, IDEA, et qui est actuellement géré par IDEA et puis l'agence australienne, le département australien de développement. C'est un réseau de partenaires de développement impliqués dans la prise en compte des droits des personnes en situation de handicap, dans l'aide au développement et l'aide humanitaire. Et donc, ça nous permet d'accroître notre coordination, la coordination de nos actions en la matière, d'apprendre les uns des autres, partager connaissances et expertise, de parler d'une même voix, et notamment dans le cadre d'instances comme l'OCDE, pour avoir plus de poids dans les négociations autour d'un code ou d'un marqueur sur le handicap, ou dans des instances comme les institutions onusiennes, voilà, pour porter la voix des personnes en situation de handicap de façon plus coordonnée et plus efficace, efficiente. Étendre et diversifier la communauté des partenaires contribuant à l'inclusion des personnes handicapées, et renforcer les partenariats existants dans les initiatives mondiales. J'en arrive à la fin de la présentation. Il y a toute une série de liens sur lesquels vous pouvez trouver davantage d'informations ou suivre l'actualité de l'Union européenne en matière de développement. Voilà, je suis disponible pour répondre à vos questions. Et merci, très merci Cécile. Très merci pour cette présentation aussi intéressante. Je comprends que l'Union européenne s'est engagée. Les outils, ils ne manquent pas et c'est vraiment définitivement, je pense, temps de tirer les meilleures parties de ces outils pour vraiment ne laisser personne derrière. Donc, maintenant, je laisse la parole aux participants. Nous pouvons commencer avec les débats. Je suis sûre que vous avez beaucoup de questions pour Cécile. Vous pouvez écrire vos questions dans les chat box et je le lirai en par un
mais Cécile vous donne des réponses, ou vous pouvez lever directement la main, virtuellement évidemment, et je vous donnerai directement la parole pour poser votre question à Cécile. Je vous invite à parler directement avec Cécile et à poser des questions en prenant la parole, aussi pour partager des idées, pas seulement de questions, et pour alimenter mieux le débat et pour être mieux compris aussi dans les autres participants. Alors, et j'ai déjà une question écrite dans la chat box, Cécile. C'est dans Paul-Élise Harry. Et la question, c'est quels ont été les critères de choix des 100 pays du volet 2. Désolée si je... D'accord, donc... Aussi le même Paul-Élise demande les programmes de renforcement de capacité dans les pays se passent dans quelle façon? D'accord. Pour le moment, il n'y a pas de questions, donc si tu veux aller avec ces questions, c'est bon. Alors, les critères de choix des pays, c'est toujours un processus un peu long et compliqué. D'abord, c'est aussi une négociation avec les pays concernés. Il faut il y a une dimension importante dans la politique de développement qui est aussi l'appropriation des pays, des gouvernements de ces pays. On veut que notre action, elle soit durable. Et donc, il est vraiment important que les gouvernements dans lesquels on agit soient vraiment partenaires de cette action, soient engagés également pour garantir qu'une fois que le projet est terminé, eh bien, cette action soit pérenne, soit reprise par les institutions nationales et puisse être mise en œuvre ensuite sans notre appui ou alors dans des formes différentes, mais que en tout cas elle soit portée par les institutions nationales. Donc il nous fallait des pays. Nous on souhaitait une diversité de situations et notamment une diversité de niveaux de développement. Donc à la fois des pays à bas revenus et des pays à revenus intermédiaires. On souhaitait des pays qui ont une action, qui ont ratifié la convention et qui ont déjà conduit des actions au moins au plan légal, qui ont déjà un engagement en faveur des droits des personnes en situation de handicap. Et ensuite, en discutant avec les partenaires du projet, et c'est vrai que je ne me suis pas étendue trop sur les partenaires du projet, mais il y a aussi Alessia l'avait dit au début, deux organisations de personnes en situation de handicapées qui agissent au niveau européen, qui sont là. On a des États membres. Donc voilà, c'est en négociation avec les partenaires du projet, en négociation avec les gouvernements des pays qu'on a pu définir la liste des pays. Et on a eu l'accord des gouvernements dans ces 5 pays. Ce qui était donc, je reviens un peu au début de mon intervention, qui était une condition obligatoire de notre engagement. Le renforcement des capacités dans les pays,
Ça se passe de différentes façons. Ça se passe par des actions de formation. Ça peut être des actions de formation des agents de l'État des pays concernés, également des personnels des organisations de la société civile. C'est une formation qui peut porter sur la convention, comprendre bien les objectifs et l'objet de la convention de l'ONU, comprendre comment la mettre en œuvre de façon sectorielle selon les priorités des pays. Et par exemple, au Burkina Faso, on travaille de façon plus pointue sur la politique de santé. Et donc, il y a un volet de renforcement des capacités des agents du ministère de la Santé. Il y a un renforcement des capacités des points focaux nationaux en charge du handicap. Mais également du personnel médical pour bien comprendre la convention, sortir d'une évaluation strictement médicale du handicap, mais prendre en compte les barrières mises à l'inclusion des personnes en situation de handicap par l'environnement global de la personne. Voilà, donc le renforcement des capacités permet de mieux se saisir de la convention et de mieux s'appuyer sur celle-ci pour s'engager dans un dialogue constructif entre les différentes parties en fait. Et donc pour nous, c'est vraiment très important de travailler à la fois avec les gouvernements et les fonctionnaires des États, mais également avec les organisations de la société civile, parce que pour nous, c'est que dans le dialogue entre ces deux parties qu'on pourra avancer de façon intelligente, durable, en faveur de l'inclusion des personnes en situation de handicap. Et donc, on vient en appui, on apporte de l'expertise essentiellement par la formation auprès de ces différents acteurs. On apporte également des méthodes, on propose également des méthodes de travail et des outils en particulier, notamment pour tous les pays qui souhaitent réfléchir à leur système d'évaluation du handicap, ou qui souhaitent mieux évaluer le nombre de personnes handicapées dans leur pays. On sait qu'il y a un certain nombre de pays, par exemple l'Éthiopie, qui est également un des pays qui participe au projet Bridging the Gap. Selon le recensement qui a été fait de la population dans ce pays, il y a moins de 2% de personnes en situation de handicap en Éthiopie, ce qui ne correspond pas du tout à la prévalence estimée, notamment par l'Organisation mondiale de la santé, où on est plus proche des 15 voire 17%. Donc nous, on s'appuie sur des outils en particulier, le groupe de questions développé par le Washington City Group, qui est un outil assez simple de questions à intégrer dans les recensements pour accompagner les pays vers une connaissance plus fine en fait des personnes en situation de handicap, de leurs besoins, pour ensuite développer les politiques qui permettront d'y répondre. Donc voilà, on vient aussi avec, on propose également des outils en particulier et une assistance technique pour les mettre en œuvre.
Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Bien, merci. Nous avons encore des questions. J'ai lu deux questions particulières. Pascaline demande quelles sont les organisations impliquées au Burkina Faso, volet de renforcement de capacité. Et aussi à notre question de Fali, on remarque qu'en Afrique, pas de mal des pays ont ratifié la convention, mais la mise en application pose des problèmes, généralement par manque de formation. La question donc c'est, il existe des financements autres que celui dont vous avez parlé pour en faire des bénéficiaires ces pays? Je ne sais pas si c'est clair la question. Alors, sur le Burkina Faso, on travaille principalement du côté du gouvernement avec le ministère, les services du ministère de la Santé. Et puis la ministre en charge de la femme qui a notamment la responsabilité du point focal pour les personnes vulnérables et les personnes handicapées. Du point de vue des organisations de la société civile, il faudrait que je vous donne, comme ce sont des organisations locales, il faudrait que je vous donne la liste plus directement. Je ne connais pas leur nom directement. Il y a également un certain nombre d'ONG internationales et surtout italiennes qui participent à ce projet au Burkina Faso parce que c'est l'agence italienne qui met en œuvre le projet pour le compte de l'Union européenne dans ce pays. Donc Alessia, je ne sais pas si on a la possibilité de prendre le mail de la personne qui a posé la question pour vraiment y répondre de façon plus précise par la suite. Mais oui, bien sûr. En fait, j'ai envie de Pascaline à écrire à m'envoyer son email, adresse email. Dans le chat box, vous avez la possibilité d'envoyer un message privé à l'organisateur. Donc, si vous voulez, vous pouvez partager avec moi votre email et après, Cécile vous donnera un peu plus d'informations par rapport à Oui, ça. je pense que c'est la bonne façon de procéder. Alors, en Afrique, je crois que c'était la question relative à la mise en œuvre de la Convention de l'ONU. C'est un constat que l'on fait effectivement. La plupart des pays, beaucoup de pays maintenant ont ratifié la Convention et se sont dotés d'un appareil législatif qui permet d'assurer un cadre légal cohérent et en conformité avec la Convention de l'ONU. Et effectivement, c'est du côté de la mise en œuvre effective que les difficultés apparaissent et pas seulement du côté de la mise en œuvre, du côté aussi du suivi et de l'évaluation des politiques. Alors, les financements, il y a les financements au niveau global qui sont ceux sur lesquels j'ai concentré la présentation aujourd'hui. Il y a aussi un certain nombre de financements au niveau des pays qui sont gérés par les délégations de l'Union européenne. En termes de droits de l'homme, l'instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme, il y a un volet global, mais il y a aussi un volet pays qui est géré directement par la délégation de l'Union européenne. Et puis ensuite, les instruments géographiques, il y a donc un volet d'action pour chaque pays. Et en conformité avec ces instruments financiers, la délégation prépare un programme d'action prévisionnel
Et donc, je vous invite vraiment à entrer en contact avec les délégations de l'Union européenne. Les organisations de la société civile peuvent tout à fait demander à rencontrer les délégations de l'Union européenne dans chaque pays et à être informées en fait des actions pays par pays pour voir, pour discuter de la meilleure façon d'accompagner les efforts nationaux en faveur de la mise en œuvre de la Convention de l'ONU. Évidemment, la discussion avec la délégation européenne est importante parce qu'elle permet aussi de mieux comprendre quel est le point focal d'intervention de la délégation européenne dans un pays. Les financements sont concentrés sur un, deux ou trois secteurs focaux. Et donc, c'est important de les connaître pour voir dans quel secteur prioritaire l'inclusion des personnes handicapées peut s'insérer. Mais ça dépend vraiment des priorités sélectionnées dans les pays, par la délégation et les pays concernés. Bien, très merci. Nous avons encore deux questions. La première, c'est quelles sont les actions ciblées dans les appuis de l'Union européenne pour développer le leadership de PSH et leur organisation pour mieux participer au processus de prise de décision dans les pays en développement en Afrique? Ça, c'est une question de Boubacar. Et aussi, nous avons une autre question de Paul Lise qui demande, en termes de partager des bonnes pratiques et des connaissances, qu'est-ce qui a été fait concrètement et leurs résultats sont accessibles ou diffusés? Alors, merci pour ces questions. En termes de développement de leadership et de soutien au processus de décision, enfin, de soutien à la participation des organisations des personnes handicapées au processus de décision, c'est vraiment fondamental hein, dans notre action. En tout cas, on souhaite que c'est vraiment sur ce type d'action que l'on travaille quand on parle aussi de renforcement de capacité. Via Bridging the Gap, il y a une action de la sorte au Soudan, notamment. Alors, c'est pas dans tout le Soudan. Hein, malheureusement, on n'a pas les moyens d'agir dans toutes les dans tout le pays, mais dans les régions dans les régions du Soudan dans lesquelles Bridging the Gap est présent, il y a notamment au Soudan une action sur des femmes en situation de handicap ou des mères d'enfants handicapés. Et il y a effectivement une action de formation et de renforcement de leurs capacités qui passe par le leadership et qui passe par un processus d'autonomisation, notamment financière, et on les accompagne dans la création de richesses, création d'activités économiques. Bon, le terme empowerment est un peu recouvre beaucoup de choses différentes maintenant, mais voilà, donc je parlerai plus d'autonomisation et on leur apprend vraiment on les soutient dans l'apprentissage de l'entrée en discussion avec des partenaires financiers, par exemple, ou des gouvernements, des représentants des gouvernements. Voilà, donc c'est une action que nous menons et qui est vraiment au cœur du soutien des organisations de personnes handicapées dans les politiques de développement.
Et quand je dis également qu'on renforce les capacités et la connaissance, l'appropriation par ces organisations de la Convention, c'est également dans le but qu'elles puissent valablement participer à un dialogue avec les gouvernements et être un point d'appui aussi pour leur gouvernement dans les processus de décision. C'est vraiment ça le cœur de notre action. Et comment elles peuvent participer à la définition des politiques inclusives, éventuellement à leur mise en œuvre et à leur suivi. Voilà, mais là, on touche vraiment au cœur de la politique de développement en faveur des personnes en situation de handicap. Le partage de bonnes pratiques et de connaissances, il se fait, au niveau des projets, il se fait comme aujourd'hui par des webinaires via Bridging the Gap. Il se fait également par des plateformes Internet et notamment dans les liens utiles que j'ai cités. Vous avez Capacity for Dev. Capacity for Dev, qui est une plateforme pour toutes les personnes intéressées par le développement. Et il y a dans cette plateforme un réseau qui s'appelle Disability and Development Network, auquel vous pouvez adhérer et qui permet d'avoir accès aux réflexions en cours sur l'intégration du handicap dans les politiques de développement. Donc ça, c'est une première action. Sur la plateforme du réseau GLAD, il y a également en accès, j'ai pas mis l'adresse internet d'ailleurs, mais on la trouve sur internet, un accès à une information encore plus large que l'action de l'Union européenne, puisqu'on a l'expérience des États-Unis, de l'Australie et de différents pays européens. Voilà, on a lancé aussi au niveau de la Direction générale du développement et de la coopération, la DEFCO Academy, qui vient d'être lancée, et notamment le cycle de webinaires auquel vous participez, nous avons l'ambition de le rendre accessible de façon permanente sur cette plateforme DEFCO Academy. Et je pense que tous ces liens sont recensés ou le seront prochainement sur le site internet du projet Bridging the Gap. Bien, merci. Maintenant, je veux donner la parole directement à Valérie Francisquet. Elle a levé la main. Donc, je ouvre votre microphone. Et Valérie, je te donne la parole. Désolée, je ne sais pas pourquoi ouvrir pas le mic de Valérie, mais voilà, je t'invite Valérie à écrire ta question en fait dans les chatbox, et donc il y a des autres questions dans les chatbox pour Cécile. Donc, la première, c'est de Alice qui demande quelle appréciation faites-vous aujourd'hui sur l'inclusion des personnes handicapées dans la mise en œuvre des politiques, programmes et projets dans les 5 pays qui ont bénéficié de l'action de l'Union européenne, donc de Bridge the Gap en fait. Et l'autre question, c'est toujours de Boubacar. Quels sont les indicateurs utilisés par l'Union européenne pour mesurer la prise en compte du handicap dans les programmes de développement des pays
par exemple, genre les Washington Group questionnaires. Voilà, j'arrête avec des questions parce qu'il y a beaucoup d'autres, il y a des autres questions. Donc, seulement je te demande, Cécile, être un peu plus bref dans les réponses parce qu'il y a encore beaucoup de questions. Donc, je te laisse la parole pour répondre à ces deux. D'accord. Pardon, j'essaierai d'être plus concise. Alors, mon appréciation sur l'inclusion des personnes en situation de handicap, on a affaire à des pays différents en termes de développement et en termes de capacité. Donc, c'est difficile d'avoir une réponse simple, mais au Soudan, en Éthiopie, peut-être même aussi au Burkina Faso, on a besoin vraiment de renforcer les capacités des organisations, des personnes en situation de handicap. Il y a une réelle volonté de ces pays d'avancer vers davantage de politiques inclusives. Mais il faut d'abord lever un certain nombre de difficultés liées aux capacités des organisations et des gouvernements aussi. Il n'y a pas beaucoup de moyens et voilà, et de connaissances techniques. Donc il y a tout un volet important du projet qui doit nous permettre de renforcer ces capacités avant de pouvoir vraiment mesurer l'impact à moyen ou long terme de notre action. Ce qui est moins le cas dans les pays d'Amérique latine, où il y a des moyens et comment dire, une approche du handicap qui était un peu plus ancrée au préalable. Voilà, mais c'était aussi cette différence qui nous intéressait, et notamment aussi pouvoir de faire en sorte que les pays entre eux puissent échanger leurs pratiques, leurs travaux en la matière. Au niveau des indicateurs pour mesurer l'intégration des personnes handicapées dans les programmes de l'Union européenne, alors, au niveau européen, malheureusement, pour les politiques de développement, on n'a pas d'indicateurs internes qui nous permettent de suivre et de savoir précisément quel projet est inclusif ou ne l'est pas, et encore moins de savoir s'il l'est de façon cohérente avec la convention ou pas. Donc c'est un travail en cours, mais actuellement on n'a pas d'indicateur de la sorte. Par contre, dans les projets que l'on porte, on s'appuie sur un certain nombre d'outils internationaux et effectivement on les propose et les questions du Washington Group sont notamment un point d'appui très important pour faire un état des lieux des personnes handicapées dans les pays, savoir qui elles sont, quels sont leurs besoins. Ça fait partie des outils sur lesquels on s'appuie. Ça, c'est sûr. Bien, merci. Nous avons encore des questions. C'est la question de Marguerite. Bonjour Cécile, notre association Société civile du 237 représente les collectifs inclusifs Society au Cameroun qui regroupe 87 associations des personnes handicapées. Nous avons notre siège en Nantes, avons déjà été jusqu'à l'Union européenne
Et aujourd'hui, nous portons toujours les projets de nos bénéficiaires sans trouver la porte par laquelle nous pouvons le présenter. Mais c'est ça, c'est en fait, c'est un commentaire, mais très important. Et aussi à notre question de Inoussa. Bonjour Cécile, je voudrais savoir comment interviennent les délégations de l'Union européenne dans les pays de l'Afrique au sud du Sahara dans l'inclusion des personnes handicapées. Donc, il demande précisément le mécanisme d'intervention. Alors, pour l'association qui intervient, le réseau d'associations qui intervient au Cameroun, il y a mon mail sur la page de couverture de la présentation, cécile.grosjean@ici.europa.eu. N'hésitez pas à m'envoyer directement un mail pour que je prenne connaissance un peu de vos projets et que j'essaye d'identifier peut-être la bonne personne dans la délégation de l'Union européenne au Cameroun qui pourrait, avec qui vous pourriez entrer en contact. Pour les délégations de l'Union européenne dans les pays d'Afrique subsaharienne, c'est vraiment les mêmes processus que pour toutes les délégations. Ce sont les mêmes instruments, les instruments de financement sont communs. Et puis donc elles établissent une liste de priorités en fonction des secteurs d'intervention sur lesquels elles souhaitent concentrer leur action. Et donc, soit il faut entrer directement avec chacune des délégations pour connaître cette liste des priorités et voir comment les droits des personnes en situation de handicap sont déjà inclus ou peuvent être inclus dans ces priorités. Soit il faut également me contacter pour que je puisse, moi, aller rechercher ces informations. Mais il faudra cibler à ce moment-là un certain nombre de pays pour que je puisse discuter avec mes collègues, soit au siège, soit dans les délégations. Merci, très merci. Donc, malheureusement, nous avons seulement 7 minutes encore, 6 minutes pour répondre à des questions. Donc, j'ai pris les derniers 3 questions et je donne la parole à Cécile. Après, pour toutes les autres questions, je vous invite à écrire dans les websites du projet et désolé dans l'adresse email du projet que vous trouvez dans les chat box ou aussi dans l'adresse email que Cécile a partagée avec vous maintenant. Donc, les derniers, quand je dis 3 questions, la première, c'est de Adiara. Est possible d'avoir des exemples des conseils clés de la convention à utiliser, par exemple, par les OPH? Donc, notre question de Marius, comment l'inclusion des personnes handicapées dans la coopération au développement peut se faire quand on sait que la plupart des personnes ont un niveau de scolarité très limité? Et donc, toujours à notre question de Marius, il y aura des mesures d'accompagnement. Donc, je remercie tous les autres pour des autres questions, mais malheureusement, nous n'avons pas plus de temps. Donc, je donne la parole à Cécile pour ces dernières questions. Et comme je dis, vous pouvez écrire à nous, à l'adresse email du projet ou directement à Cécile. Merci. Alessia, j'ai pas tout à fait compris la première question sur il faudrait des exemples? Je la prends tout de
Est-il possible d'avoir des exemples des conseils clés de la Convention à utiliser, par exemple, par les OPH? Je t'envoie aussi la question dans la chat. Comme ça, voilà. Sinon, on va seulement demander à Diarra de reformuler la question, s'il vous plaît. Et on va répondre juste à la fin. Du coup, je vais peut-être commencer par la deuxième question sur le niveau de scolarité. Comment dire, on sait que l'accès à l'éducation, c'est fondamental pour que les personnes puissent atteindre en fait un niveau de connaissance de leurs droits. Et puis puissent ensuite les revendiquer et les faire respecter par les autorités qui doivent normalement les protéger. Donc nous, l'Union européenne accompagne les États vers une éducation de tous, un accès à l'éducation de tous. Maintenant, on sait que ce n'est pas suffisant pour les enfants en situation de handicap et notamment avec Bridging the Gap, mais également sur d'autres projets qui concernent spécifiquement le secteur éducatif. Quand on parle d'accès à l'éducation pour les enfants en situation de handicap, il y a toujours un volet aussi, on fait en sorte en tout cas qu'il y ait toujours un volet d'accompagnement de la communauté éducative de façon large, les enseignants, les familles, les autres enfants, un volet de compréhension de l'importance de l'inclusion des enfants handicapés dans les écoles et dans les cursus généraux, un accompagnement, une formation des enseignants aux problématiques du handicap, à l'adaptation des moyens, des supports d'enseignement, à permettre évidemment que les infrastructures soient accessibles, mais aussi que les élèves puissent avoir un assistant si c'est nécessaire. Donc voilà, on a conscience que l'éducation, c'est une partie de la réponse, c'est une des clés pour faire respecter les droits des personnes en situation de handicap. Mais derrière le mot éducation, il faut bien voir qu'on doit permettre un accès, mais également travailler de façon qualitative sur la prise en compte des besoins de ces enfants. Je ne sais pas si je réponds complètement à la question, mais c'est dans cette direction que l'on s'efforce de travailler. Maintenant, sur la convention, alors je ne suis pas sûre d'avoir bien compris la question, mais tous les articles, vraiment tous les articles de la Convention sont importants et doivent être des points d'appui pour les organisations des personnes en situation de handicap. Les principes essentiels aussi de la Convention en termes de participation et d'accessibilité. Et puis chaque article thématique doit guider l'engagement des organisations et servir de base au dialogue avec les gouvernements. Je ne peux pas citer en particulier un article plutôt qu'un autre. Ça dépend ensuite de la politique ou du service que l'on souhaite mettre en œuvre. Voilà, mais c'est vraiment une base
une base fondamentale, en fait, hein, pour normalement les gouvernements et les organisations. Et voilà, encore une fois, très merci Cécile. Je m'excuse aussi encore une fois pour les questions que nous n'avons pas répondu, mais nous avons seulement une heure et demie, mais j'étais sûre qu'en fait, les participants aujourd'hui, ils avaient plein de questions pour Cécile. Mais comme j'ai déjà dit, vous pouvez nous écrire notre email adresse email que vous trouvez dans les chat box, mais aussi dans les websites et aussi dans les mails de follow-up qu'on va envoyer dans les prochains jours, avec aussi la registration et les documents de ces webinaires. Donc, nous sommes arrivés à la fin aussi de la troisième session sur le développement inclusif des personnes vivant avec handicap. Je tiens vraiment à vous remercier, Cécile, pour la participation et pour avoir dédié votre temps aujourd'hui à nous. Je voudrais également dire merci à tous les participants. J'espère vraiment sincèrement que la session d'aujourd'hui vous a pris quelque chose, clarifié quelques doutes sur ces sujets très importants. Juste le dernier info, le cycle de formation du webinaire ne délivre un certificat de participation qu'à ceux qui assisteront à au moins de 75% de webinaires répondront à l'enquête de satisfaction. Le 75% de la formation correspond à 9 webinaires sur 12. Vous recevez les sondages avec l'email de suivi, l'email de follow-up à la fin de chaque session, ensemble, comme j'ai déjà dit, avec le vidéo de la session, le matériel d'apprentissage. La prochaine session aura lieu à la fin du mois de septembre. Il s'agit de la gestion du socle du projet, du cycle du projet inclusif et accessible. On va donner plus d'informations plus tard, le plus vite possible. Et donc, voilà, nous sommes arrivés à la fin. Merci beaucoup à tout le monde. À la prochaine fois et j'espère vraiment d'avoir les participants eux-mêmes à la fin de septembre pour la 4e session de cette cycle. Merci Cécile. Au revoir. Merci, au revoir.